Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Je suis un petit peu cramé, je vous avouerai que je n'ai pas bien dormi. Mais c'est pour des bonnes raisons. On va parler de ce match, de cette première finale. RC Lens Olympique de Marseille. Mais avant tout, je voulais remercier les supporters qui m'ont croisé au stade et qui m'ont dit... qui me suivaient sur cette chaîne et qui prenaient du plaisir à écouter mes analyses. Sincèrement, j'ai pas de prétention parce que je fais ça pour me faire c'est un kiff perso, voilà. C'est pour me faire plaisir et savoir que des gens prennent plaisir à écouter mes vidéos et à les regarder. Voilà, c'est vachement agréable. Donc une dédicace, voilà, pour tous ces gens-là qui sont venus me voir. Là. Mon voisin en Xerxes posait la question parce que c'était la première fois qu'on venait me voir directement à ma place d'abonné et je lui ai expliqué. Alors il rigolait un petit peu de dire ah ok, mais voilà, ça fait super plaisir avant, pendant le match enfin pendant le match, ou juste au début du match et puis en descendant les escaliers, c'était sympa. Merci à vous. C'est vrai que voilà, c'est clairement la petite anecdote. Je t'écoute sur la route en allant travailler, ça fait vraiment plaisir parce que je me dis que bah voilà, si mon délire donne aussi du plaisir et des bons moments à d'autres personnes, ben tant mieux, j'en suis content. Voilà, c'est le petit aparté. Alors il n'y a pas de grande envolade parce que je suis explosé. Je vous avouerai, je suis rentré, il était hyper tard et j'ai regardé le match dans la foulée parce que je voulais pas que ça s'arrête en fait. Donc du coup j'ai très peu dormi. Mais on va la faire maintenant, on va la faire tout de suite parce que c'est frais, parce que j'ai eu le temps un petit peu de peaufiner mon analyse avant d'aller me coucher et de dormir peu. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le trio légendaire bien sûr, Gradit, Danso, Medina. Sur la droite, Frankowski, sur la gauche, Machado qui était de retour, qui était trop juste face à Toulouse et donc qui est revenu pour ce match. Seko Fofana et bien sûr Junior Onana au milieu de terrain en remplacement de Salis Abdul Samed qui est toujours suspendu, qui reviendra pour Reims. Et puis devant, Fujini Sotoka, derrière Luis Openda. Alors le retour de Fujini dans une équipe assez offensive, puisque Machado c'est quand même beaucoup plus offensif qu'Aïdara. Et je trouve que Fujini est plus offensif que Thomasson, même si Thomasson sait à peu près tout faire. J'ai trouvé cette équipe quand même assez couillue face à un Olympique de Marseille qui est quand même une très belle cylindrée de ce championnat. Euh, c'est du classique maintenant, c'est du classique, mais il fait avec ce qu'il a. Dans le sens où avant il jouait avec deux attaquants, maintenant il joue plus qu'avec un attaquant parce qu'il a clairement qu'un attaquant de valide à 100%. Moi c'est vrai que je vous avouerai que je rêve de voir Openda et Buxa alignés sur la même ligne offensive parce que quand je vois l'entrée de Buxa, je me dis qu'il est capable de faire des superbes déviations à Openda dans la profondeur. C'est un truc qui me plairait, mais le problème c'est que pour l'instant Buxa n'est pas à 100%, mais on y reviendra, on va en reparler tranquillement, on va commencer par les notes. J'ai mis la note de 8 à Brice Samba, il fait un très bon match, encore une fois, le match d'un gardien international. Il a eu une parade à faire, une parade superbe, sur une très jolie frappe de Rongier, si je dis pas de conneries. C'est Rongier ou Vertou, je ne sais plus. Mais je crois que c'est Rongier qui lui il lui décoche une frappe ras du poteau et la parade du bras, elle est magnifique. Ses relances ont été très intéressantes. Il a même commencé à jouer long quand il a fallu sortir du super pressing marseillais à la relance de la défense. Il a allongé quand il fallait. Il a encore pris un carton jaune pour gain de temps. Attention parce qu'il en a déjà pris deux en moins de 10 matchs. Faudrait quand même pas qu'il en prenne un face à Reims, etc. Parce qu'il sera absent. Bon après il y a toujours Jean-Louis Descas pour faire le pour faire la pige, mais quand même il va falloir qu'ils soient un petit peu plus vigilants et peut-être jouer ne plus trop gagner de temps sur les prochains matchs parce que ça va être assez compliqué pour lui. Mais en tout cas c'est du haut niveau. C'est clairement le niveau international quand on voit le match d'Alban Lafont. On se dit clairement que Didier Deschamps a peut-être fait les bons choix. Maintenant, pour revenir à Alban Lafont, ça n'empêche pas que c'est un super gardien. Et je pense que cette non-sélection l'a touché mentalement. Parce que pour moi, Lafont est largement au-dessus d'Areola. Hein.
qui est pour moi limite en fin de carrière, il joue quasi plus. Donc pour moi c'était Samba et Lafont qui devaient être sélectionnés derrière McMaignan, mais bon. C'est comme ça, hein, on va pas revenir là-dessus, mais clairement Samba a largement sa place en équipe de France et le montre dans l'une des meilleures défenses du championnat. Il y est pour beaucoup aussi dans le fait qu'on encaisse très peu de buts. J'ai mis la note de 8 à Medina. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match. Alors, il allume le banc marseillais, mais à juste titre, parce que franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse de jeter le ballon pour couper l'action lensoise. On y reviendra dans le match. Mais cette stratégie de casser le rythme marseillais a été... Enfin, j'ai trouvé que c'était pas bien. Enfin, c'était pas très foot camarade. Voilà, mais on y reviendra. Mais en tout cas, il fait une très bonne partie. Il a très rarement été mis à défaut. Ses relances ont été très bonnes. Franchement, ça a été un des meilleurs en défense. Alors, un des meilleurs en défense, ça veut pas dire que les autres ont été mauvais, hein, loin de là. J'ai mis la note de 7 à Danso. Il fait un bon match. J'enlève quand même un point sur l'énorme prise de risque en début de match face à Sanchez. Heureusement qu'il y a faute, hein, parce que sinon, il est clairement pour lui, ce but-là. Mais sinon, le reste, il a été bon. Les montées ont été bonnes. Il fait un bon match. Même note pour Grady, qui a été plutôt solide, qui a pas mal coupé de ballon, qui pareil a fait quelques fois la perceuse, qui a aidé à combiner un petit peu avec Sotoka et Frankowski. Encore une fois, on a une des meilleures défenses d'Europe. Pour moi, ce trio-là est le meilleur trio défensif que j'ai vu depuis très très longtemps. Et quand je dis très très longtemps, c'est au moins plus de 15 ans. Pour moi, c'est clairement le must du must qu'on ait eu au Racing Club de Lens. Voilà. Sur les côtés, j'ai mis la note de 8 à Frankowski. Il fait un très bon match. C'est du très très bon Frankowski. Le centre, il est magnifique sur le but d'Openda. Défensivement, il a été très bon. Les replis hyper rapides. Offensivement, il a essayé beaucoup plus que face à Toulouse. Franchement, c'était très intéressant. C'est ce Frankowski-là qui est imbattable en Liga en tant que piston et qui séduit de plus en plus en Bundesliga. Dans la nuit, je parlais avec une connaissance qui travaille pour certains clubs allemands sur le championnat de France, parce qu'ils ont des scouts un peu régionaux, quoi, ce type de travail-là. Et il m'a dit que, clairement, beaucoup de clubs allemands sont venus à sa rencontre pour se renseigner sur Frankowski et sur Birger Meling aussi. C'est assez marrant, mais c'est pas du tout le même style, mais ce qu'il me disait. Parce qu'il bosse en indep et il est contacté par des clubs allemands pour faire du scouting, de l'analyse de joueurs en Ligue 1. Et voilà, Frankowski est très demandé en Allemagne parce qu'il est polonais, parce que les Allemands aiment beaucoup les joueurs polonais. Et clairement, il a la cote en Allemagne, donc ses performances ne parlent pour lui, hein, clairement. De l'autre côté, j'ai mis la note de 4 à Machado. C'est insuffisant. Ça n'a pas été un bon match de la part de Machado. Il n'a pas produit le match qu'il avait produit face à Monaco. Je l'ai trouvé assez en difficulté. Avec Klose dans son couloir, j'ai l'impression qu'il n'a pas voulu prendre de risques. Il a loupé quelques contrôles. Il y a eu des centres intéressants, mais trop peu. La production était pas forcément la meilleure de Machado, mais on va pas en vouloir parce que je trouve qu'il fait une super saison. C'est un des meilleurs latéraux gauche de Ligue 1. Il a des super stats et pour moi, il a participé grandement à ce que Lens aujourd'hui soit sur le podium de la Ligue 1. On a toujours été fort dépourvu à gauche depuis qu'on est remonté en Ligue 1. L'arrivée de Machado a bouleversé un peu le truc, même s'il a été blessé la première saison. C'est sa première saison pleine à Lens et je trouve qu'elle est de très très bonne facture. Maintenant, il peut pas toujours être bon tout le temps, mais voilà, je suis obligé de le noter individuellement, donc c'est une prestation insuffisante pour ce joueur sur ce match. La note de 6 à Junior Onana. Fait un match correct, il fait une première demi-heure. J'avais même tweeté Onana 3 points suspension parce que j'avais trouvé qu'il n'avait pas été très bon. J'ai revu le match. Alors, la première demi-heure, il a un peu dedans, mais enfin, il n'est pas non plus
n'est pas non plus catastrophique. Et après, il est monté en puissance. C'est peut-être le moins bon de ces 3 matchs, mais le bilan est plus que positif. Il a largement tenu son rang, chapeau. Il m'a fait fermer ma tronche, parce que j'étais très sceptique sur ce joueur. Mais je maintiens, c'est pas du bashing hein, ce que je fais, je maintiens que s'il y a un départ des 2 milieux de terrain titulaires, il faudra recruter, parce que je pense quand même qu'Onana, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Je mets aussi correct parce qu'il a très mal géré certaines balles de contre-attaque. Il y en a une, il est complètement dingue, Ace, parce qu'il doit donner le ballon tout de suite à Seko Fofana. Il manque de spontanéité, c'est ça son défaut. Certaines formes de nonchalance, alors j'ai horreur de ça chez les joueurs. Je vous avouerai que c'est le truc qui me fait... J'aime pas les joueurs nonchalants. Moi j'aime les joueurs dynamiques, avec une capacité de prise de décision rapide. C'est ce qui fait aussi qu'on crée des décalages. Et les joueurs nonchalants me gênent. C'est pour ça que souvent, j'ai pas le feeling avec ce type de joueur. Parce que la nonchalance, pour moi, c'est pas compatible, même quand t'as du talent, à l'expression d'un jeu collectif. Voilà. C'est mon avis personnel. Après, y a des mecs qui adorent les joueurs nonchalants parce qu'ils trouvent que ils sont vachement cool et machin. Moi, je n'y arrive pas. Voilà. Franchement, c'est ça qui me fait déconnecter du joueur. Et chez Onana, c'est le cas. Sur cette action-là, il est trop nonchalant. Il doit glisser le ballon tout de suite dans la foulée à Seko Fofana. Et il y a une action de malade. Il y a une action de malade qui peut se faire. Voilà. Mais sinon, globalement, les 3 matchs, il a fait son taf, clairement. 8 à Seko Fofana qui fait un très bon match. Seko, j'étais content pour lui. Franchement, j'étais content pour lui parce que sa frappe enroulée sur le poteau, on s'est tous dit putain, mais il est maudit quoi. Il est maudit. Il a mis plus de poteaux qu'Mbappé a mis de buts. Et quand il marque le premier but, on est soulagé pour lui en fait. On est plus soulagé qu'heureux qu'il y ait le but. Parce qu'il mérite tellement sur ses prises d'initiative. Sur ce genre de frappe, il méritait au moins d'en mettre 2 fois plus que ce qu'il en met. Malheureusement, il y a des saisons comme ça où t'es pas verni. Quand vient même, il fait globalement une bonne saison, une saison de haut niveau. Il ouvre le score, il a récupéré plein de ballons, ses prises de ballon étaient intelligentes. Moi, je trouve qu'il fluidifie de plus en plus son jeu et clairement, lui, il a dynamisé son jeu au fur et à mesure de cette saison. C'est-à-dire que les prises de décision sont plus rapides. Il y a un gris-gris en moins, une prise de balle en moins, une conduite de balle en moins, et ça se voit, et ça électrifie son jeu à un niveau. Il n'est pas nonchalant, Seko Fofana. Mais des fois, il fait le truc de trop, et il se met dans des situations où il se fait enfermer, etc. Là, c'est beaucoup moins. Il lâche 10 fois plus vite son ballon, et ça, c'est un travail du staff sur lui, et c'est lui un travail sur lui-même, et il a évolué là-dessus, et ça a vraiment upgradé son jeu, quoi. Il a passé un level, un niveau de jeu, et c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, et franchement, il a fait une super partie. Il fait partie de ceux qui ont pris le dessus sur le collectif marseillais. Fulgini, j'ai mis la note de 7. Alors j'ai vu des coms assez étranges qui étaient durs avec Fulgini. Moi je trouve que non. Déjà il a pris plein de coups. Donc si tu prends plein de coups, c'est que tu crées du danger. Ses passes étaient bonnes. Ses coups corner, je trouve que les commentaires de Canal+ étaient quand même assez durs. Moi je trouve que ses corners étaient plutôt bien tirés. Ont apporté du danger. Ses prises de balles, ses passes ont apporté du danger. Techniquement, à un moment donné, il se fait défoncer par 3 joueurs, il arrive à passer, à se mettre en position. Puis derrière, il siffle faute, Turpin, parce qu'il est déséquilibré, il n'arrive pas à faire la suite. C'est techniquement de très très haut niveau. Très très haut niveau. Moi, je trouve que son match a été vraiment, vraiment intéressant. Il a manqué peut-être un petit peu de réalisme dans le dernier geste, que ça soit la passe ou même la frappe, parce que je crois qu'il a une frappe, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve qu'il fait une bonne partie. Très bon match de la part de Sotoka. On a retrouvé ce Sotoka au four et au moulin. Très intéressant. Il est du 2e but. Il a été partout.
il a défendu, il a contre-attaqué, il a créé du danger, il a créé des actions offensives. Vraiment du très bon Sotoka, c'est le Sotoka qu'on connaît, celui capable de se fondre dans n'importe quel type de poste au cours du match. Bravo. Bravo, parce que franchement, c'était une belle partie de ta part et c'est ce Sotoko-là qu'on veut voir. Maintenant, offensivement, il a complètement perdu le mojo, hein. Dès qu'il touche le ballon dans la surface, il a plus ce mojo. Il a pas marqué depuis des mois et des mois. Je pense qu'il a plus ce fluide-là. Alors, est-ce que dans sa tête, c'est fini, il est passé à autre chose? Mais c'est compliqué. C'est compliqué là-dessus dans le réalisme. Après, je vois beaucoup aussi. Alors, ça je voulais mettre ma patte. Je vois beaucoup de stats pour essayer d'expliquer que Sotoka il est bon. Oui. Mais le problème des stats, c'est que c'est qu'une moyenne. Si tu compares le Sotoka de la première partie de saison et le Sotoka de la deuxième, je suis pas certain que les stats soient les mêmes. Même si, au niveau des passes décisives ou des passes qui amènent une action qui donne un but, il est toujours régulier. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il a en lui. Et il a été régulier toute la saison. Parce il est à l'origine de plein d'actions de but, Sotoka. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que dans la réalisation offensive globale, je pense que le Sotoka de début de saison est bien plus fort que ce Sotoka-là. Voilà. Mais ça n'empêche que sur la saison, il fait une très bonne saison. Il fait une saison de joueurs qui jouent top 5 de Ligue 1. Pour un mec qui vient de nulle part, c'est quand même beaucoup plus fort qu'un Jonathan Klaus. Parce que je pense que lui, euh, il a un parcours encore plus compliqué que Jonathan Klaus. Et que je crois qu'il a trouvé son club. Je pense pas que Sotoka, sincèrement, se voit ailleurs qu'à Lens. À moins qu'il parte, mais j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui va peut-être faire une longue carrière chez nous. Et c'est devenu quelque chose d'extrêmement rare. Mais c'est quelqu'un qui voit au-delà du foot, ça se sent tout de suite. À la différence d'un Jonathan Klaus, j'en parlerai de Jonathan Klaus, qui est peut-être plus dans une forme de carrière qui s'est imposée à lui, mais j'y reviendrai. Mais Sotoka, c'est un ensemble. C'est un mec qui vit. C'est un bon vivant du Sud. Et je pense qu'il a trouvé une vie agréable ici. Et que. Et qu'il s'y sent bien. Voilà. Et que. Je pense que Franck Hayes le sent et il fait partie des murs du truc. Donc à voir. Après, on sait pas le foot. Hein. Ça tombe, il va aller à Nice. On va pleurer, mais. Bon, on va pleurer. Moi, je pleure pas. Hein. Les joueurs, ils partent. Hein. C'est le club, hein. C'est voilà, les effectifs sont faits pour évoluer, tout est fait de cycle, les gens s'en vont, ils sont remplacés, ben basta, et puis voilà. Mais je veux dire, on bégayerait un peu quoi, mais je serais fort surpris qu'ils partent. Je vois bien faire une longue carrière, une longue carrière. Il a déjà un certain âge, hein, Florent Sotoka. Mais je le vois bien faire 4, 5, 6 ans chez nous. C'est un mec qui se plaît là où il est. Franchement, je pense. J'ai mis la note de 8 à Openda qui fait un très bon match. Franchement, je serais pas étonné, je vous le dis tout de suite, que des chèques de malades tombent sur le bureau de Joseph Augourlian et d'Arnaud Pouille. Parce que le match qu'il fait, c'est du très haut niveau. Ses prises de balle, ses prises de profondeur. Au duel, il y a un truc qui s'est passé parce que le seul reproche que je pouvais faire à ce joueur-là, c'est de exploser à chaque duel et de simuler la mort. Ce qui me saoulait, mais à un point, ça me saoulait. Même Fujini, il a arrêté de faire ça, parce que il faisait beaucoup ça aussi, Fujini, hein, se rouler par terre, là. Ça me cassait les couilles quand il jouait à Angers. Et il ne le fait plus, et peut-être plus encore, aujourd'hui, il remporte tous ses duels à l'épaule. Il est très puissant. Je pense qu'il y a eu des séances de muscu, de prise de masse et de puissance. Mais ce qu'il a fait à Balerdi, c'est presque criminel. Et sur le deuxième but, il est grâce à lui le but, parce qu'il fait un raffut sur Balerdi, il le fait voler, derrière il récupère la touche, et sur la touche il y a but, et il met la tête. Il est à l'origine de l'action, et à la conclusion, il a été énorme. Il est rentré dans la tête de Balerdi au bout de 2 secondes, mais de toute façon il est rentré dans la tête de toute la défense marseillaise, qu'il craignait fortement. Je trouve qu'il est venu aider l'équipe.
Et il finit sur les rotules chaque match, alors que avant, je trouvais qu'il était pas si mort que ça en fin de match. Là, il donne tout. Là, il donne tout parce qu'il finit sur les rotules et clairement, il est rincé à chaque fin de match parce qu'il fait des courses de malade et il fait des efforts de malade. Franchement, c'est de la bonne fatigue. Hein. Il doit dormir avec le sourire. D'ailleurs, il doit le faire parce que 19 buts, il est quand même pas très très loin de taper tous les records. Il reste encore 4 matchs. Il marquera, je pense, encore des buts. Un Lensois à plus de 20 buts en Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça veut dire que le gamin, en l'espace d'une saison, il rentre dans l'histoire du club. Bah déjà, cette saison-là est exceptionnelle à tous les points, bat tous les records. Mais là, t'as un gamin qui arrive un peu de nulle part, dont le talent était connu des bons suiveurs du foot belge ou néerlandais, et qui éclabousse de son talent la Ligue 1, et surtout qui me rentre dans l'histoire du club, qui a déjà une histoire très riche avec des attaquants qu'on connaît tous, ou tous les fans connaissent, qui ont plus de 20 ans. Mais des Vérel, des Moreira, des John Utaka, de Cousin, Tomer, enfin, et j'en passe, et encore des meilleurs, enfin, l'attaquant algérien, ça y est, son nom, il met, enfin, bref, chéri, ah, bref, Shérif, moi je l'appelle Shérif, mais à chaque fois j'oublie son nom, c'est honteux, mais qui a marqué lors de la victoire de la CAN de l'Algérie en 90, je crois. Je crois qu'ils ont gagné en 90. Bah vous me le direz dans les commentaires. Le nom de l'attaquant algérien, qui était très bon d'ailleurs. Mais voilà, voilà. Il faut quand même le dire. Il marque l'histoire du club. Et je pense que ça va être compliqué de le garder, même si lui veut rester, il y a la Ligue des Champions. Le garder, ça serait une très 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 bonne chose. Mais les billets vont tomber et ça va être un truc de malade. Ça va être un truc de malade. Les remplaçants, j'ai mis la note de... j'hésite. Mais la note de 5 à Idara, moi je trouve que l'entrée est moyenne. Il y a pas mal de pertes de balles. Moi j'ai trouvé qu'il n'était pas rentré dans le rythme. Après, c'est pas son poste. C'est chiant parce qu'en fait, ce qu'on me reproche, et je le comprends, c'est que je lui tape toujours dessus. Mais en fait, c'est pas de sa faute. C'est pas un piston. C'est pas un piston. C'est un soldat. Il n'y a pas de souci. J'ai du respect pour Aïdara. Maintenant, il n'est pas piston. Et il ne peut pas rentrer en défense centrale. Il n'y a pas de place pour lui. C'est un homme de vestiaire, un mec respecté, respectable, qui est là depuis quelques années. Mais c'est pas son poste. Et je pense qu'il n'a pas le niveau pour ce niveau de match-là. Voilà, c'est tout. Mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, machin. Non. C'est que je pense qu'il n'a pas ce niveau-là. Son entrée est moyenne, il a perdu pas mal de ballons, il a fait des fautes. Parce que je pense que rentrer dans un match d'une telle intensité, c'est très compliqué pour n'importe qui. Et pour lui, ça a été compliqué. J'ai mis la note de 8 à Thomasson. Je trouve qu'il fait une très bonne entrée. Il a récupéré plein de ballons. Ses passes ont été intéressantes. Il a apporté du peps. Franchement, j'ai trouvé le match de la rentrée de Thomasson très intéressant. Ce mec-là, il va exploser chez nous. Et comme Fujini, mais Fujini est déjà bon. Mais Thomasson, c'est vrai que c'était un peu le mec de club ou qu'on avait un peu perdu de vue. Alors moi, je l'ai connu quand il était à... Je crois que c'était à Évian-Tournon-Gaillard ou c'est l'autre club. Non, je crois que c'est à Évian-Tournon-Gaillard, Thomasson. Hein. Alors, c'est les vieux qui connaissent ce club qui a existé l'espace de 1 ou 2 saisons, qui est monté en Ligue 1, Thomasson. Je l'avais trouvé déjà bon, je croyais même que c'était un joueur nordique, parce que je croyais que c'était Thomasson, mais non, c'était Thomasson. Il était déjà très talentueux. Et à Nantes, je trouve qu'il avait fait des bonnes saisons, et son arrivée à Strasbourg était bonne. Mais il n'y avait pas cette explosion du mec bon. Et je trouve que là, clairement, il va exploser chez nous. Et il va avoir un rôle prépondérant la saison prochaine, c'est obligatoire. C'est obligatoire. J'ai mis la note, et je l'assume, de 7 à Buxa. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Alors, je vais vous dire pourquoi. Déjà, il a gagné tous les duels de la tête. Alors, il n'a pas remisé précisément à chaque fois, mais je crois que sur ces 3 ou 4 duels de la tête, il les a tous remportés.
Il a dévié ses ballons quand même assez intelligemment. Il y a une fois où le ballon est mal dévié. Mais par contre, la débauche d'énergie du gars, pour moi, il a été très utile à la victoire parce que il a gêné toutes les relances marseillaises. Il a obligé Marseille à faire 2 ou 3 passes de plus. Il a couru comme un malade. Il a freiné la relance. Il nous a fait gagner des secondes et il nous a fait aider à finir le match avec un but d'avance. Clairement, moi j'ai beaucoup aimé son entrée. J'ai un petit faible pour lui, mais c'est pas pour ça que je lui mets une bonne note. Mais moi je trouve qu'il a fait l'entrée qu'il devait faire, hein, c'est-à-dire gêner la relance, prendre les ballons de la tête et essayer de faire remonter le bloc. Et moi je trouve qu'il l'a très bien réussi. Moi j'aimerais bien le voir avec Openda. Je pense qu'avec un petit peu plus de rythme, il fait une remise de la tête, derrière il repart en appel, il va avoir des occasions, c'est obligé. Je l'ai vu à l'entraînement au début du match. Putain, il fait des frappes du gauche, mon gars. Il a une sacrée frappe. Il a vraiment une sacrée frappe. J'ai hâte de le voir. Voilà. Et j'espère vraiment que, bon, ça a été démenti par Footpolac et j'ai vraiment confiance en ce compte Twitter spécialisé dans le foot polonais. J'ai vraiment envie de croire que les infos venant de MLS sont de la merde parce qu'il faut qu'il reste chez nous. Je le vois pas partir en MLS, faut qu'il fasse la pré-saison avec nous. Oui, il faut qu'il fasse la préparation de saison avec nous et que voilà, il ait sa place dans l'effectif et il voulait de la concurrence, il en a. Maintenant, il joue des 10 minutes, mais je pense que c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Openda est loin devant lui, faut quand même le dire, mais c'est pas pour ça que voilà, dans un scénar où il y aura 0-0, peut-être qu'il rentrera à la 70e minute dans un système à 2 attaquants, on ne sait pas. Donc pour l'instant, on arrive à gagner, à mener au score. Donc c'est des scénarios, c'est des scénarii de match qui font que il peut pas rentrer avant, mais c'est pas grave. Moi j'ai foi en lui, je crois en lui. Et pour Eba, moi je trouve qu'il fait une entrée correcte. Il a eu 2 ou 3 ballons à récupérer et moi je trouve qu'il les a plutôt bien donnés. Mais il n'a pas touché 25 ballons, mais les ballons qu'il a touchés, il les a plutôt bien joués. Et je trouve que c'est bien qu'il ait du temps de jeu. J'ai bien aimé en fin de match parce qu'il était dans le groupe, dans le flot du groupe. Il a eu, il lui a fait une bonne tape. Francaise, c'est pas anodin non plus parce qu'il a fait une bonne tape. Il l'a pris un peu, il lui a dit c'est bien. Voilà, c'est le genre d'encouragement qui fait du bien parce qu'il lui dit écoute, t'étais là, t'as fait ce que je t'ai demandé, c'est bien. Il y a un truc. Moi, je pense que si Francaise l'a pas laissé partir au mercato, parce qu'il a quand même du monde au milieu de terrain, c'est qu'il a foi en lui, il croit en lui. Et moi, je trouve que il a quelque chose. On en parlait un petit peu avec le supporter, je te salue, qui me disait, pour Eba, je sais que tu l'aimes bien. Pour l'instant, je sais pas, on l'a pas vu. Mais franchement, moi, de ce qui m'en est dit et des retours un petit peu que j'en ai par rapport à des connaissances, il est clairement bon à l'entraînement. Il a l'unanimité du groupe. Il y a juste un problème d'acclimatation à la France, à la langue. C'est son premier départ, un peu comme Berg, mais Berg est plus âgé, lui il est quand même plus jeune. C'est pas toujours évident, il y a une sorte d'isolement. Mais apparemment sa famille commence à venir sur le secteur et il est très apprécié du groupe. Voilà. Et peut-être il sera prêté parce qu'il y aura une volonté de lui d'enchaîner les matchs et que peut-être que Francaise lui dira qu'il n'aura pas son temps de jeu. Mais pas forcément. Faut voir comment les recrues se mettent en route. Les cartes seront peut-être rebattues dès la saison prochaine. S'il y a le départ de Seko Fofana, voire d'Abdoul Samed, on sait jamais, hein, parce que les deux joueurs sont éclatés très forts et seront sollicités. Mais j'ai envie d'y croire, parce que je sens qu'il a quelque chose. Et on en parlait avec le voisin à côté en tribune, il a quelque chose, il est bon. Et moi je trouve que ses entrées ont été plutôt intéressantes. Pour un joueur qui est très peu rentré, je trouve qu'il a fait le taf. Comme Onana, j'ai été sceptique, il a fait le taf aussi. Voilà. Clairement, voilà ce que je voulais dire. Je mets la note de 8 à Francaise. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match. Tactiquement, on en reparlera. On va en parler dans le débrief. Je trouve qu'il a vraiment bien géré le truc en n'allant pas trop chercher les Marseillais. Et ça, c'était voulu. Et puis en gardant de l'énergie en deuxième mi-temps. Moi, je trouve qu'il fait un match à la hauteur. Il a fait une leçon à Tudor, qui est pourtant un très bon entraîneur. C'était un beau match. C'était un super match.
j'ai mis la note de 10. Bien sûr, à nos amis du public, on a été monstrueux. Lens était un cratère. Enfin, on était en exercice, on était fou quoi. C'était dingue l'ambiance, dingue. C'est à un moment donné, c'était même devenu une espèce de brouhaha, euh, mais tellement fort que c'était exceptionnel. Et ça a pas lâché. Il y a eu un truc. Hein. Le Mojo là, il est arrivé, ça y est, il s'est passé un truc dans le stade. Alors ça sera peut-être pas incandescent à chaque match, mais il s'est passé vraiment quelque chose et c'était une superbe ambiance avec une marée en feu et des tribunes qui répondaient à l'unisson. Le petit feu d'artifice à l'extérieur du stade, c'était vraiment sympa. Bon, celui des Parisiens en pleine gueule du parquage marseillais, ça c'était moins bien par contre. Mais j'ai trouvé le parquage marseillais assez éclaté au sol. Il y avait des parquages beaucoup plus intéressants que le parquage marseillais, franchement. Même si ça a été une grosse équipe, je mets la note de 5 à Marseille. Moi, je suis désolé. Leur stratégie, je vais en parler dans le débrief, elle était pour moi mortifère parce que s'atteler à casser le rythme, c'est pas du tout du foot. Pourtant, ils étaient forts, ils ont montré des belles choses, mais à un moment donné, leur stratégie de casser le rythme, à chaque prise d'initiative en soi, c'était vraiment, je trouve, petit. Ils ont tenté de réagir à juste titre, mais je trouve que ils n'ont pas été très très bons offensivement et la sortie de Sanchez leur a fait beaucoup de mal. J'ai mis la note de 4 à Turpin. Moi je trouve qu'il n'a pas été bon Turpin. Voilà, peut-être avec Rémi, le spécialiste arbitrage, l'arbitre. On en parlera sur Twitter parce que j'avais envoyé un petit tweet. Je verrai bien s'il me répond dans la journée. Moi je trouve qu'il fait pas un bon match. Alors il y a faute certes. De Sanchez sur Danso, mais Balerdi doit gérer mieux le cas de Balerdi. Moi je trouve que là-dessus il a mal géré, il a laissé le match envenimé. Il a quand même réussi à un petit peu tenir en main les débats, mais j'aurais préféré un Brizard ou un... Pas Brizard, comment il s'appelle l'autre Merde, je sais plus. Mais Brizard sur ce match-là, j'aurais bien aimé le voir. Parce que je trouve que Turpin c'était limite quand même. Et je pense qu'il a beaucoup de pression Turpin parce qu'il sent que derrière ça pousse. Hein. Il sent que derrière il y a des arbitres. Même Bastien je l'aurais préféré sur ce match-là. Clairement, c'était pas un match vraiment bien maîtrisé de la part de Turpin. On va parler du match avec une première mi-temps où Marseille fait un pressing tout terrain. Impressionnant ce pressing. C'était clairement l'idée de Marseille, c'était d'empêcher absolument toutes les premières relances avec un marquage en 1 contre 1 qui était une énorme prise de risque en passant. C'était plutôt assez couillu de la part de Tudor. Parce que du coup, ce qui fait que s'il y a un seul trou d'air, derrière il est en 1 contre 1 Openda. Et Openda en 1 contre 1, c'est très 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 compliqué à gérer. On a été très ennuyés. J'ai rarement vu l'équipe aussi embêtée dans la relance sur un match que... Petite pause, désolé. Ma fille m'appelait, urgence. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc j'ai rarement vu l'équipe aussi embêtée sur le départ des relances. Et puis on a quand même réussi à passer un petit peu au-dessus, à reprendre du poil de la bête parce qu'on a été quand même assez dominé pendant 30 minutes. Ce qui me déplaisait dans le jeu marseillais, c'est que dès qu'on prenait du poil dans la bête, il cassait du poil de la bête, je vais y arriver, il cassait le rythme tout de suite, soit en s'écroulant au sol, soit en essayant de renvoyer les ballons, en essayant de casser les touches, ou alors jouer un ballon dans le terrain supplémentaire. C'est pour ça aussi que Medina pète un plomb, parce qu'il y a une touche rapide à jouer avec une mise en danger. J'ai trouvé ça assez petit. Enfin, c'était pas à la hauteur du match qui nous était proposé. Et puis derrière, on marque. On a déjà une grosse occasion qui les refroidit. Hein. La frappe sur la barre de Sekou, elle change un peu la physionomie du match. Oh, je vais y arriver, pardon. Et j'ai l'impression que Marseille, derrière, ils se mettent en mode prudence. Alors, il y a aussi l'occasion du but de Sanchez. J'y reviens. Pour moi, il y a faute. Hein. Il y a faute clairement. Même si Danso, là-dessus, et c'est pour ça qu'il perd un point, il se met en danger. Il doit jamais tourner le dos au jeu. Pour protéger le ballon aussi loin de la ligne de touche et aussi loin du but. C'est pas du tout le geste adapté. Ça aurait pu coûter très cher si l'arbitre était un peu plus
laxiste, mais il y a clairement faute parce qu'il lui prend l'épaule et il le touche en bas aussi. Donc il y a faute. Voilà, il y a faute, le but est annulé. Ça a gueulé, mais pas tant que ça. Je trouve que Sanchez en a pas fait des masses parce que j'aime beaucoup ce joueur-là. Je trouve qu'il a vraiment la classe. Ce type de joueur chez nous, c'est une star. C'est une star. C'est une star complète. Hein. Franchement, il est super ce joueur, Alexis Sanchez. Et déjà ça les avait un peu calmés, mais pas forcément parce que je trouve que derrière, il continue à appuyer sur le champignon. C'est la grosse occasion de Seko Fofana qui les calme. Parce que la frappe sur la barre, ils se rendent compte qu'en fait, les Lensois, ils vont pouvoir peut-être attaquer hors surface et frapper. Et ça change toute la physionomie de leur défense. Parce qu'ils savent que, au-delà de la surface de réparation, ils peuvent s'avérer très dangereux. Et que Seko Fofana est plutôt en jambes. Et du coup, inconsciemment, ils reculent. Et comme les Lensois ne vont pas les chercher, ils ont tendance à jouer un peu à la baballe au milieu de terrain et à perdre des ballons un peu plus. La stratégie de ne pas aller les chercher à chaque fois, d'aller les chercher par intermittent, je l'ai trouvé très intéressante de la part de Francaise, parce qu'il a voulu aussi ne pas cramer son équipe, parce que c'était vraiment un match de très haute intensité. Pour moi, c'était un superbe match. Hein. On n'a vraiment pas... on en a vraiment eu pour notre argent, on n'a pas été déçus. Le match a été à la hauteur de ce qu'il devait être, un sommet du championnat, entre deux des plus belles équipes, je pourrais même dire c'est les deux plus belles équipes du championnat, parce que je trouve que les poursuivants dans le top 5 sont loin derrière en termes de qualité. Peut-être Lille, qui joue plutôt bien, mais qui offensivement est assez fluctuant. Rennes, c'est derrière, loin. Paris, en parlons pas, bon bref. Nice, c'est pas bon. Voilà, Lyon, c'est pareil, c'est pas aussi fort. Je pense que Marseille et Lens sont les deux premières équipes du championnat derrière le monstre parisien et qui pour moi sont à leur place, c'est-à-dire les deux meilleures, c'est les deux plus belles équipes du championnat. Et ce duel était beau. Et si s'il y a eu cette médiatisation, euh, c'est que le monde du foot a compris qu'en Ligue 1, aujourd'hui, il y avait une finale entre les deux plus beaux footballs de Ligue 1, des équipes qui vont représenter, je pense, le championnat de France en Ligue des Champions, d'une manière ou d'une autre. Euh, on prend une option sur la deuxième place. Alors je vais repasser à la deuxième mi-temps avant de parler de ça. Mais voilà, c'était un superbe match. Je fais la conclusion avant la deuxième mi-temps, c'est pas bien. On va aller à la deuxième mi-temps, puis j'en parlerai après. Mais oui. La deuxième mi-temps, ça a été une bataille. Une bataille. On met le deuxième but sur une action superbe. Enfin, Marseille doit jamais prendre de but sur une touche. Hein. Normalement, c'est inadmissible. Même à ce niveau-là, le 1-2 les fout dedans. Et le centre de Frankowski est magnifique. La tête d'Openda est pareil, d'un très bon niveau. Alors, je sais plus qui lui dit tu mets des buts de la tête, ben c'est pas gauche, je crois, un truc comme ça. C'est n'importe quoi parce qu'il a mis plein de buts de la tête. Il est très très bon de la tête, Openda. Comme d'habitude, Paga il raconte un peu n'importe quoi des fois, mais c'est voilà, il a été très bon. Il a fait une super deuxième mi-temps, Openda, où il a pocket totalement Balerdi qui doit sortir. C'est pour ça aussi, je trouve que Turpin n'a pas été bon. Parce que Balerdi rentre, il met 2 taquets au bout de 2 minutes, il doit prendre un jaune. Parce qu'au final, on a calculé avec les gars de la tribune, il a fait 12 fautes. En une seule. Enfin, il a fait 12 fautes sur la deuxième mi-temps. C'est inadmissible qu'il s'en sorte en jaune. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour moi, dès la troisième faute où il commence à mettre des gros coups de coude sur Openda parce qu'il est déjà rentré dans sa tête, il doit prendre un jaune pour calmer ses ardeurs et le mettre à égalité, c'est-à-dire éviter de faire des fautes de pute là, pour casser le rythme ou empêcher Openda de progresser. D'ailleurs, à un moment donné, Openda a compris, hein, il va à l'épaule directe. Hein. Et sur le duel, je pense, alors, il n'y a pas faute, hein, mais je pense que les duels vraiment limite à l'épaule, Turpin les a laissés jouer parce que je pense qu'il a voulu un petit peu équilibrer le fait qu'il n'avait pas mis de jaune en donnant un peu plus l'avantage à l'attaquant. Et sur ce jeu d'épaule, il récupère la touche, derrière il y a but. On mène 2-0. On a mal géré ce 2-0 à un moment donné où on a eu des contre-attaques, on doit leur mettre 3-0. Où Onana a mal géré certaines actions. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas non plus une note mirobolante. C'est le match le moins abouti des 3 matchs où il a eu à remplacer Abdul Samed, pour être sincère.
Et je trouve que il a mal géré les contre-attaques de fait de sa nonchalance en fait. Et on doit mettre le troisième but parce que c'est Marseille en face. Et que la rentrée de Payet et de Guendouzi. Alors Guendouzi il a pris une bronca, c'était un plaisir. Hein. Gendou pute là, il s'est fait marave par le stade. C'était vraiment marrant. C'est les chants et tout. Il est hyper détestable. Hein. C'est comme ça. Il y a des mecs, c'est comme ça. Et sa mentale. Il s'est fait sa mentale de compétiteur sur ce type de comportement. Mais c'est extrêmement détestable aux yeux du public. Après voilà, c'est ce qui fait son carburant. Mais bon, est une salope, c'est pas forcément le meilleur des carburants. Mais bon. Mais en tout cas, il fait une bonne rentrée ce pourri-là, parce qu'il apporte quelque chose de plus. Alors il fait une super semelle, hein. Je suis désolé, mais ses pieds, chevilles, ça mérite au moins un carton jaune, voire si c'est revu par la VAR, en début de saison, il prend rouge, tu peux être sûr. C'est là que tu vois que l'évolution des cartons, c'est un peu n'importe quoi. C'est soit t'es régulier sur toute la saison, soit tu fais pas ça au début de la saison. Qu'a vraiment vu plein de cartons rouges, c'était un peu n'importe quoi. Et, euh, et il est à l'origine de l'action qu'amène le but de Payet, qui fait plutôt une bonne rentrée aussi, Payet. Euh, ils réduisent le score à 5 minutes de la fin. Le coaching de Francaise est plutôt bon. Il fait un coaching défensif avec l'entrée de Buxa, hein, qui est là pour mettre le pressing et récupérer les ballons en chandelle. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait bien en fait. Lucas Poreba est là pour essayer de mettre des ballons un peu plus appuyés parce qu'il a une bonne technique de passe. Je trouve que son coaching de fin de match a été bon. Buxa, comme j'ai dit, il avait le dynamisme, il a empêché les relances précises, il a gêné la relance, il a fait gagner des secondes qui ont permis la victoire. En tout cas, c'est une superbe victoire. On a été solide à domicile, on est intouchable, même pour la meilleure équipe à l'extérieur qui est Marseille. On avait affaire à deux défenses, la meilleure défense à l'extérieur et la meilleure défense tout court du championnat. Au final, on gagne 2-1. On a été plus réaliste qu'eux parce qu'on a eu un même nombre d'occasions. Il y a eu deux grands gardiens. Il y a eu deux grands gardiens ce soir, mais le meilleur a été Brice Samba parce que lui, il les a arrêtés les buts. Et voilà, ça a été un super match. Avec beaucoup d'émotions, j'étais assez ému parce que on a appris qu'on était européen. Et puis après, on a appris qu'on était sûr en Ligue d'Europa. Aujourd'hui, on sera obligatoirement quatrième. Ce qui veut dire que c'est exceptionnel. Et que maintenant, bah, c'est une lutte à 4 journées de la fin pour aller. Pour être le dauphin du PSG, aller directement en Ligue des Champions. Alors on sera chapeau 4. Hein. On va se taper un groupe de malades. Mais l'objectif sera sûrement d'être troisième. Ça va sûrement aussi décider du mercato. J'y reviendrai aussi. Mais je voulais faire une petite aparté par Jonathan Klaus, hein, qui a traversé ce match comme un fantôme. Moi, je pense malheureusement que à la différence de Sotoka, il a été rattrapé par ses propres démons footballistiques. C'est-à-dire qu'il décide de partir à Marseille parce qu'il fait deux superbes saisons à Lens et que il a envie d'une carrière un peu pétillante, alors qu'un Sotoka reste parce qu'il se plaît dans un environnement particulier qui lui apporte de la satisfaction et de la stabilisation familiale. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Jonathan Cloche, je pense que la pire erreur qu'il a faite, c'est de croire que il pourrait pas continuer à avoir une carrière internationale s'il restait à Lens, parce qu'il joue pas l'Europe. Alors est-ce qu'il a été influencé? C'est possible. En tout cas, pour moi, c'était le pire de ses choix. Maintenant, je suis pas là pour faire du somme. Euh, Moi, je m'en fous qu'un joueur parte. Je l'ai déjà dit plein de fois. Il part, c'est la vie d'un club. Mais pour lui, personnellement, je pense que c'était pas le bon choix. Voilà. Après, il gagne plus d'argent, même s'il s'est fait un peu entuber pour son premier contrat, il va être revalorisé. Mais peut-être pas la meilleure strat. Parce que je pense qu'il aurait fait une deuxième saison à Lens, il aurait peut-être participé grandement à cette superbe épopée. Il aurait peut-être été resélectionné parce que si ses stats avaient été meilleures et qu'il avait brillé, je pense que Didier Deschamps l'aurait repris parce qu'il l'avait déjà pris. Malheureusement, voilà, il va devoir cravacher à crever pour l'Euro et je pense que ça va être très compliqué parce que clairement il y a des joueurs qui lui sont passés devant et que ça va être très compliqué. Mais bon, c'est comme ça. C'est là où on voit que, euh, que des choix de carrière sont très importants pour l'évolution d'un joueur. Alors ça paraît un peu bateau,
Mais ça l'est particulièrement. Maintenant, je voulais faire aussi un deuxième aparté sur la conférence de presse de Franck Hayes, où il parlait du futur mercato, parce que c'est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs du foot sont extrêmement attentifs à ce que va faire Lens à ce mercato estival. Pour beaucoup d'observateurs, et même quand je parle à des acteurs du foot en off, euh, on est sur un basculement. Et, et le comportement au mercato de Lens va être extrêmement influent de l'envolée de ce club à un niveau différent. Et je pense que le club est très prudent dans sa com vis-à-vis de ce mercato estival. Il y a aussi le fait qu'il y a l'indice UEFA, il va y avoir une énorme pression aux clubs qui vont jouer l'Europe. Alors peut-être moindre à Toulouse, parce qu'on considère Toulouse comme un club moins huppé et qui sera donc une surprise en Europe. Il y aura peut-être moins de pression sur ce club. Mais les clubs qui vont jouer la Ligue des Champions seront extrêmement regardés. Voilà, les observateurs parlent beaucoup de ce mercato qui va devoir être à la hauteur. Franck Hayes a clairement dit qu'il ferait pas de folie. Mais il peut pas dire qu'il fait de folie. Déjà parce qu'il peut pas donner d'indication sur sur un mode de mercato, parce qu'il sait très bien que les prix peuvent être multipliés. Mais d'un autre côté, comme j'en parlais avec un agent, tu peux pas aller en Ligue des Champions en recrutant... comment dire ça? Tu peux pas aller en Ligue des Champions en recrutant des Le Cardinal. Voilà ce qu'il voulait dire. C'est pas méchant pour Le Cardinal, hein, mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit t'es obligé de construire avec des joueurs qui ont une expérience Ligue des Champions ou une expérience Europe, comme l'a fait Reims, même si ça a foiré, comme l'a fait Nantes, même si ça n'a pas foiré, parce que tu finis face à la Juve, c'est que tu as fait le boulot. Parce que quand tu recrutes Moussa Sissoko, tu recrutes quand même un mec de calibre. Un calibre grosse équipe de Ligue 1, hein, qui a fait une belle carrière en Angleterre hein, et qui a plutôt été bon à Nantes. Même si Nantes coulait un peu, mais ça, fallait s'en douter. Hein. La défaite en Coupe de France va entraîner beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je parlais avec cet agent, euh, il va falloir quand même que le mercato soit à la hauteur et il marche un peu sur des œufs, quoi. Parce que le problème, c'est que le mercato franco-français sera très compliqué à gérer. Parce que les clubs français vendent très cher aux autres clubs français. Donc il faudra sortir le chéquier. Et aller chercher à l'étranger, c'est du pile ou face. Parce que il faut vraiment être sûr de ce que tu recrutes. Voilà. Et, euh, et on parlait du fameux Oscar Cortés. Il me disait que c'était quand même un peu dans la ligne mercato du club. Jeune prospect avec fort potentiel, mais qui reste une énigme en Europe puisqu'il n'a jamais foulé les pieds de l'Europe. J'en ai parlé un peu avec des suiveurs des championnats d'Amérique du Sud. Il fait quand même l'unanimité au Millonarios. Où on regrette déjà son départ, où pour eux il est déjà parti à Lens. C'est un milieu de terrain hyper polyvalent, avec de très bonnes stats, très jeune, qui pour moi va remplacer ACM qui reviendra pas, hein, parce que de toute façon il a pas fait une saison exceptionnelle et puis que c'est un prêt sans option d'achat et que je pense que vu les coups de pute de Nice par rapport à Ndai Chimie et puis Gisolfi, mon avis, Lens vont pas trop vouloir négocier avec eux. Je pense aussi qu'il peut venir concurrencer Pereira da Costa, qui a disparu complètement des radars. Hein. Il a même pas rentré. Il est même pas rentré, Pereira da Costa. Je veux dire, je pense qu'à mon avis, il va pas rester. Hein. Alors, il a été prolongé. Je pense que ça peut permettre une vente plus chère, mais clairement, voilà, ce mercato-là, il va être très très intéressant. Parce que le club marche sur des œufs, ils attendent aussi, parce que la Ligue Europa, la Ligue des Champions, c'est pas du tout le même recrutement. Mais il va falloir aller chercher des joueurs de niveau européen, qui ont de la bouteille en Europe ou qui ont une expérience européenne et qui rentrent dans le baseball. Alors ça fait quand même beaucoup de critères, mais j'ai confiance en la cellule de recrutement. Moi, quand je regarde un peu les listes de scouting, je trouve que c'est vraiment cohérent. Et j'ai hâte de voir un peu la tronche de cette équipe, mais il faudra vendre de toutes les façons pour que ça tienne la route. Parce que
tu peux pas y aller avec le budget actuel, quoi. Donc il va falloir vendre. Maintenant, le club, ils vont faire attention à comment ils vont vendre et surtout qui ils vont vendre, parce que c'est beaucoup plus facile de remplacer des postes, certains postes que d'autres. Donc on verra bien. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo va vous plaire. Vendredi, je suis au Mans, Grand Prix de moto, soit week-end entre potes. Il y a des choses qu'on ne peut pas louper, donc ce que je vais faire, c'est que je regarderai le match avec mon téléphone le soir, tranquillement sous la tente, en espérant qu'il pleuve pas, et puis je ferai le débrief le lundi, parce que j'aurai pas le temps de le faire, puisque je serai devant les motos. Sur ce, ciao!